Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent. On va pas faire le tour de l'actu des boîtes de la Silicon Valley comme d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un peu de recul parce qu'il y a un truc qui m'obsède depuis quelques mois. Un truc dont on commence à parler comme d'une évidence ici à San Francisco. Et je pense que c'est peut-être un des sujets les plus importants qu'on ait jamais eu à traiter sur Silicon Carnet parce que ça va impacter énormément de monde. On appelle ça ici les Singularity Companies. Ce sont des organisations de travail qui sont pensées pour et avec l'intelligence artificielle. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est clairement la mort du management tel qu'on le connaît. Le pitch, je vous le fais, il est assez simple. On a tous regardé l'IA comme un outil, un truc qui nous rend plus productifs, une sorte de copilote. Sauf que le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que le modèle organisationnel qu'on utilise depuis 80 ans, la hiérarchie, les managers, les réunions que vous connaissez, vous êtes face à ça peut-être tous les jours, ce modèle, il est en train de mourir. Et la transition ne va pas avoir lieu dans 10 ans, ça va se passer dans les 12 à 18 mois. Alors que tu sois fondeur, manager dans une scale-up ou C-level dans un grand groupe, cet épisode, il est vital parce que soit tu comprends ce qui arrive et tu t'adaptes, soit tu vas te faire écraser par ceux qui ont compris avant toi. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France en direct de la Silicon Valley. J'ai avec moi Engie Ismail, vous le connaissez, c'est un habitué de la Silicon Valley. Et je sais que ce sujet de la transition et de la transformation des boîtes, c'est presque le nouveau sujet de ta startup, hein, Engie, c'est ça? Ouais, comme tout le monde, hein, c'est de l'AI et c'est vrai qu'il y a tellement de boîtes à aider à se transformer qu'il y a un marché énorme. Donc on va en parler, mais c'est ouf. Ouais. Et j'ai convié aussi Chloé Roumangas. Je vous en ai parlé sur LinkedIn. Je suis tombé sur sa chaîne YouTube. Elle fait un travail absolument incroyable d'évangélisation, de simplification aussi de ces outils d'intelligence artificielle. Chloé, on est ravis de t'avoir dans Silicon Carnet à côté de Engie, que je crois que tu connais déjà. Oui, merci beaucoup. Ouais, on s'est rencontrés avec Engie il y a quelques semaines lors d'un événement de la French Tech qu'il a organisé à Miami. Donc je suis ravie. En plus, on a fait un épisode ensemble qui sort demain. Génial. On a tourné un épisode de The Room ensemble il y a une semaine. Il sort demain. Donc trop contente de se retrouver aujourd'hui tous les trois. Il sera sorti au moment où moi je sortirai cet épisode. Donc je montre les images pendant qu'on se parle. Tu es la fondatrice de Blackfig et tu as ce podcast The Room dont je parle. Mais explique-nous un petit peu rapidement Blackfig, c'est quoi? Oui, bien sûr. Blackfig, du coup, on accompagne les PME dans leur transfo IA. Donc, j'ai monté cette boîte avec mon co-founder Erwan Navelou en janvier cette année. Moi, ça fait un peu plus de 4 ans que je fais des transfo IA. Et là, l'idée avec Blackfig, c'est de créer justement une AI native agency. Donc, je pense que c'est vraiment au cœur du sujet du jour. Donc, je suis hyper contente de pouvoir en parler avec vous. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on accompagne les PME dans leur transformation IA et à repenser vraiment leur business à l'ère de l'IA. Et puis, on est 3 générations différentes. Je suis le Gen X, Engie et le Millennials, et toi, tu vas jouer le rôle de la Gen Z, hein, puisque je suppose que tu fais partie de cette génération Gen Z. Et on va voir d'ailleurs, ça va être très intéressant de voir notre interprétation de ce sujet à travers 3 générations. Abonne-toi, soutiens Silicon Carnet en rejoignant l'Hacienda. D'ailleurs, je voudrais souhaiter la bienvenue à Geoffrey Lessus, Jérémy Merle, Gilles Candelier, David Sibon, Émile Chalm et Adrien Elfassi qui viennent de rejoindre l'Hacienda. Et aussi un petit shout-out pour une junta. Ce sont les événements de l'Hacienda qui sont organisés. Je n'ai strictement rien à voir. Ils sont complètement tarés dans l'Hacienda. Ils font leurs événements. Ils marquent d'ailleurs, ce sont des événements non officiels. Et la communauté organise ses propres événements. Celui-là aura lieu le 11 juin à Nantes. Et il y aura Kevin Smoot, qui est un sociétaire, un besties de Silicon Carnet, qui sera là et ils vont parler justement de créer sa boîte en France ou dans la Silicon Valley. Allez, ton émission commence. Go yourself. Bon, avant de parler du futur, je voudrais qu'on parle du passé parce qu'il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que la manière dont on est organisé aujourd'hui ces entreprises n'est pas forcément complètement naturelle. Hein, c'est pas la seule façon de faire, c'est un vrai choix qu'on a fait et ce choix il a été fait il y a très très longtemps. Jack Dorsey d'ailleurs en parlait dans un de ses papiers, vous l'avez certainement lu, ce papier qu'il a coécrit avec Roelof Botha de Sequoia.
où il explique que les organisations telles qu'on les connaît aujourd'hui, les entreprises, c'est hérité en fait des Romains. C'est ça, Angie ? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on voit dans le papier. Et il y avait bien sûr aussi une intervention de Tom chez Y Combinator qui en parle également. Ouais, on va en parler. Ouais, super intéressant. On montrera peut-être Et il dit la même chose d'ailleurs, il revient aux Romains lui aussi, quoi. Tout le monde bien revient sûr. aux Romains. Et puis c'est un truc qu'on entendait, même je me rappelle moi en école de commerce, tu vois, qu'on a fait des écoles de management. D'ailleurs, on va parler du management. Est-ce que j'ai fait, et est-ce que aujourd'hui, qui aurait plus vraiment d'intérêt d'apprendre le management et la structure hiérarchique des entreprises, et en effet, tu vois que c'est des traditions entre guillemets qui viennent de l'armée romaine, qui étaient en fonction en fait du nombre de personnes que un soldat ou un manager de soldats, un capitaine, colonel, tu les appelles comme tu veux. Après, il y a des noms romains. Comment ils arrivaient à gérer leurs armées. Et donc, c'est vrai qu'on hérite au final dans nos entreprises des organisations militaires, mais on le retrouve, il y a toujours un chef, il y a toujours la notion de contributeur individuel, donc ils sont les soldats, entre guillemets. Et donc, c'est marrant que 2500 ans après, on fasse référence aux Romains pour expliquer le changement que l'IA nous impose. Oui, parce qu'il y a un truc visiblement biologique que les Romains avaient compris très tôt, c'est qu'un individu ne peut pas gérer biologiquement plus de 8 personnes. C'est entre 3 et 8 personnes. Après, ça devient très très compliqué. Et si j'ai bien compris le papier et je montre là cette organisation romaine qui existait avec... c'est vrai qu'ils avaient... c'est un organigramme, ça ressemble à un organigramme leur truc. Mais si j'ai bien compris aussi, c'est que la problématique, elle n'était pas simplement une problématique de management, mais aussi de circulation de l'information. L'Empire romain était très étendu et donc ils n'avaient pas Internet, ils ne pouvaient pas s'envoyer des messages sur WhatsApp. Et donc, comment on fait pour gérer des quantités d'individus comme ça avec des moyens de communication qui ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui ? Ouais, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est justement de se poser la question... on a toujours connu les hiérarchies comme ça verticales, en se disant ok, il y a une personne quand gère 5, 8. En fait, quand tu te poses la question du pourquoi, c'est vrai qu'aujourd'hui à l'ère agentique où tu peux gérer des centaines d'agents tout seul, tu te dis effectivement pourquoi c'est pas possible avant, mais parce que tout simplement effectivement arriver à biologiquement, il le dit dans le papier, biologiquement c'est impossible, mais même en termes de tout simplement de comportement dans le management, comment est-ce que tu peux faire circuler une information sur une équipe de plus de 5-10 personnes? C'est vrai que c'est toujours très compliqué et c'est pour ça on voit cette organisation qui part du haut et et en fait on se dit quand on arrive en bas de la chaîne, comment est-ce que vraiment, même moi ça m'a soulevé la question de se dire comment l'information circule quand il y a des organisations qui sont aussi énormes et aussi étendues. Honnêtement, et puis avec ces couches, quoi. Hyper intéressant pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est marrant, les anciens, ils disent... les anciens, je sais pas si vos anciens disent ça, mais moi, j'ai souvent entendu l'expression ma mère, elle m'a fait avec mon père et pas avec une pieuvre. Donc, tu sais, pour dire, en fait, j'ai pas 8 bras, j'ai pas 9 cerveaux. Et donc, je peux pas m'occuper de... Tu connais pas? Voilà, je la sors. Et donc, c'est cette notion de limite biologique. Et pareil, tu vois, quand on dit, t'as une famille nombreuse, genre, tu commences à avoir 4-5 enfants, comment tu fais pour les gérer? Et c'est vrai que souvent, ce qu'on dit quand on monte une boîte et qu'on commence à grossir, que plus tu empiles les gens, plus tu empiles les problèmes. Et c'est pas les gens qui ramènent leurs problèmes, c'est le manque d'information entre les gens. Le fait que tu dois répéter une information plusieurs fois de façon souvent différente parce que la réception de l'information est différente. Et d'ailleurs, un des moyens de faire des organisations qui sont quasiment impossibles à tuer, c'est de empêcher l'information de passer d'une valve à une autre, ou d'un endroit à l'autre. Et donc la résistance, c'est ce qu'ils faisaient très bien, tu vois, genre c'était cloisonner toutes les informations pour éviter justement que l'organisation dans sa totalité soit détruite. Et en fait, tu te rends compte que dans une entreprise, tous ces vases clos font que l'entreprise, elle ralentit énormément. Elle est très difficile à bouger parce que il faut en permanence répéter 10 fois la même chose. Mais ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que le fait de travailler en silo, parce que ça, c'est un truc qu'on a, que beaucoup de personnes se plaignent de ça, de ces silos. En même temps, c'est une manière aussi de se protéger de l'extérieur parce que justement, on a ces silos, c'est aussi une façon
d'être plus fort, mais ça ralentit l'entreprise. C'est ça ce que tu es en train de dire. Et du coup, bien on sûr. a... Ouais. Et c'est biologique, comme tu disais, c'est biologique et en fait, c'est hérité de l'armée. Mais parce qu'en fait, tu peux pas gérer autant d'informations à la minute et la déployer à toutes ces personnes-là. Donc, en fait, c'est de façon organique, tu reproduis les limites de la personne, quoi. Et parfois, ça a des avantages dans le cas de la résistance, mais ça a des gros inconvénients dans le cas d'une entreprise qui a envie de grossir très vite. Je voulais vous parler d'une société que j'adore, Matisse Club. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui vous permet d'investir dans de l'art moderne et contemporain à partir de 20 000 euros. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Matisse ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art. Ils sont reconnus par les institutions et les grands collectionneurs et leur valeur se tient dans le temps. Ces artistes, appelés Blue Chip, font partie de l'indice Art Price 100, qui suit les 100 artistes les plus performants en vente aux enchères. Sans préjuger des performances futures, cet indice est apprécié à un taux supérieur à celui du S&P 500 sur les 2 dernières décennies. Avec Matisse, l'art devient un actif stratégique pour diversifier votre portefeuille d'investissement en complément de vos autres produits financiers. Depuis mai 2023, les membres Matisse ont investi dans 91 œuvres, 30 ont déjà été revendues avec une performance net investisseur moyenne de 15,8%. Et quand ils investissent dans une œuvre, leur objectif, c'est de la revendre dans les 2 à 5 ans. Alors évidemment, ces performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir dans des actifs non cotés comme l'art comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Matisse Club. J'ai mis le lien en description. Chloé, il y a aussi une fonction dans l'entreprise qui est très décriée en ce moment. Tout le monde veut les tuer, les pauvres. C'est ce qu'on appelle le middle management. Et je suppose que toi, tu es confronté à ces gens-là, ce middle management. Et on comprend là dans cette organisation que ce sont des rouages qui permettent la circulation de l'information dans ces organisations. Ils en sont où aujourd'hui, ce middle management? Quand tu leur parles, ils sont complètement déprimés. Ils comprennent que leur organisation doit être changée ou non, ils résistent? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a effectivement, il y a déjà toutes les annonces. En France particulièrement, on suit quand même pas mal ce qui se fait aux États-Unis, parce que généralement, ce qui se fait aux États-Unis, bon, c'est un peu un signal d'alerte pour savoir, voilà, à quelle sauce on va être mangé dans 6 mois, 1 an. Donc le middle management voit bien qu'aux États-Unis, il y a vraiment des gros plans de licenciement qui sont effectués. Il y a des annonces tous les jours sur les géants, hein, mais voilà, que ce soit Meta, Twitter, etc., qui annoncent des plans de licenciement assez conséquents. Du coup, je pense qu'il y a cette peur d'un côté, et pour moi, je distingue vraiment 2 types de personnes, et ça au sein du middle management, mais au sein de finalement toute l'entreprise, et c'est assez basique sur la courbe d'adoption de la technologie. T'as des gens qui sont ultra réfractaires, qui veulent pas voir le problème et qui veulent pas voir qu'effectivement il y a un changement qui s'opère et qu'il faut effectivement qu'ils puissent prendre ces technologies à bras le corps et s'y mettre très concrètement. Et t'as une deuxième partie de ce middle management qui, pour le coup là, sent une possibilité d'arriver plus proche du top management. Et ces gens-là, c'est hyper agréable une opportunité, ouais, tout à fait. Et ça, c'est un bonheur de travailler avec eux, parce que on sent cet optimisme et cette envie de se dire, en fait, pour la première fois, je vais pouvoir me rapprocher vraiment du top management, avoir plus de temps dédié sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée. Et donc voilà, donc moi je distingue vraiment ces 2 façons de penser qui se distinguent au sein d'une entreprise. Il y a quelque chose de générationnel là-dedans, à ton avis, ou non, ça n'a rien à voir avec les générations, parce qu'on dit aussi que les nouvelles générations sont très inquiètes par rapport à ces transformations. Quand tu constates ça, ces 2 profils, est-ce qu'ils sont générationnels ou non, ça n'a pas forcément? Moi, je trouve pas du tout. Alors là, je parle vraiment d'une observation pure terrain et des clients avec qui je bosse. Ouais. Je trouve qu'il y a pas du tout de... Alors, si on regarde des études plus précises, potentiellement, on va se rendre compte qu'il y a des tendances. Autant des juniors qui arrivent ou des gens qui sont plus jeunes, qui font partie de la Gen Z, etc., peuvent être plus à l'aise avec les technologies, donc peut-être plus facilement s'y mettre. Autant des générations un peu plus avancées qui ont plus d'expérience
vont aussi avoir une vraie valeur ajoutée dans l'utilisation de l'IA, des technologies. Parce que finalement, la bonne utilisation de l'IA, c'est arriver à s'en emparer au quotidien, mais sur des process existants et une intelligence métier que ces personnes qui bossent depuis des années finalement. Donc voilà. Donc là, je pense que ça c'est assez lié aussi avec la question des juniors, mais en tout cas, moi, je vois pas de tendance vraiment hyper marquée entre les générations. Je trouve que c'est ultra partagé et c'est d'ailleurs assez surprenant de voir que parfois des très jeunes générations ont beaucoup de mal à se mettre à utiliser l'IA au quotidien. Même tu vois dans moi les premières communautés de personnes que j'ai formées à l'IA, c'est dans mon ancienne entreprise. C'est des communautés de tech, de développeurs. Donc tu pourrais te dire voilà, c'est des jeunes, c'est des techs, ils vont tous utiliser l'IA à fond. Encore aujourd'hui, c'est pas forcément le cas et donc je vois pas en tout cas de tendance très claire entre les deux. Je sais pas vous de votre côté si vous observez ça, mais Engie ici aux États-Unis, les développeurs ils ont complètement switché sur cette organisation. Mais c'est vrai qu'en France c'est en train de changer, ils sont en train aussi de switcher, mais encore une fois, il y a eu de la résistance beaucoup plus en France que ici aux US. Ouais, aux US, alors sur les communautés d'ingénieurs, déjà, il faut savoir que les ingénieurs aiment pas manager. Donc pour eux, c'est une aubaine, tu vois, de retrouver vraiment le statut d'individuel contributeur que tu disais. Ouais, l'individuel contributeur, mais genre à un niveau où tu peux gagner 2 millions, 3 millions de total compensation avec le salaire et les stocks, etc. Ce qui avant, il y a même 5 ou 10 ans, était très très difficile parce que tu devais monter dans la hiérarchie et avoir des pods de développeurs, d'ingénieurs qui te reportent. Et donc, en fait, ça faisait que tu avais tout un tas de très, très bons ingés qui se limitaient dans leur carrière parce qu'ils ne voulaient surtout pas avoir des gens à manager. Et maintenant qu'on voit en effet une grande tendance, et on va en parler avec des exemples très concrets, de se dire on éclate ce middle management, on l'écrase complètement pour avoir en effet une espèce de top exécutif et des individuels contributeurs qui sont augmentés par l'IA, ça fait que les ingénieurs prennent ça comme une super aubaine. Là où c'est beaucoup plus difficile, et je pense qu'en France, on a aussi beaucoup cette culture, mais aux États-Unis, le middle management, tu as quand même des gens qui font toute leur carrière ou qui ne savent pas faire eux-mêmes et ils savent déléguer. Et ce qui est une vraie compétence, parce qu'aujourd'hui, moi, là où je vois, c'est l'opportunité pour les middle managers, pour ceux qui ont fait ça toute leur vie, c'est qu'ils ont cette capacité de déléguer. Sauf qu'il faut qu'ils se disent que cette fois, ils vont déléguer non pas à des humains, mais à des agents. Et ça fait peur pour beaucoup parce qu'ils se disent, en fait, quand tu délègues à quelqu'un, quand quelqu'un te reporte, tu as une relation de force. Tu as un power alignment entre la personne qui donne des ordres, la personne qui les reçoit, la personne qui est en face de toi qui te demande des congés ou autre. Tu es quand même en position de force par rapport à cette personne-là. Là, avec un agent, il te demande pas de position congé, de force. Il fait tout ce que tu lui dis, etc. Et le moment où tu arrêtes de lui dire, ou tu arrêtes de l'automatiser, ta productivité chute. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, c'est la course au token maxing. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, là, tu peux pas dire c'est de la faute de mes équipes, quoi. Exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, beaucoup, moi, j'entends, en France notamment, alors aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe exactement, mais on entend encore beaucoup de gens qui disent, mais ça, l'IA le fait très mal, mais ça, la tech le fait très mal. Ouais. Et je trouve que c'est tellement, cette phrase, elle est tellement représentative d'une mentalité qui, en fait, c'est pas de ma faute. C'est la technologie qui fait mal les choses. Non, c'est souvent la peur de déléguer, en fait. Moi, je me rappelle, la première personne que j'ai recrutée, c'était il y a 15 ans, était en alternance. Et en fait, je me disais, les présentations PowerPoint, elles sont mal faites. En fait, elles n'étaient pas mal faites, elles étaient faites différemment. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu un vrai switch au mois de décembre, au mois de janvier, avec les modèles 4.5, 4.6. Les agents, surtout. Ouais. Et les agents, les harness d'agents, etc., où les ingénieurs se sont dit, c'est bon. On est à un stade de qualité de code qui fait qu'on peut tous se dire, c'est bon. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont irremplaçables et qui sont excellents et qu'il n'y a que eux qui peuvent faire de cette façon-là. Ces gens-là, ils vont se prendre un mur. Parce que, en vrai, aujourd'hui, si tu fais du white collar jobs, tu fais du travail d'intelligence,
Bah, moi, de toute façon, on a des épisodes. Il y a 2 ans, on disait ça déjà. On disait l'AI, elle est à un niveau d'intelligence qui dépasse largement 99,9% des humains. Et en effet, t'étais dans cet épisode qu'on avait fait avec Stéphanie Tramichek où on parlait des zéro employés, des boîtes avec 0 employé. T'étais là avec Flavie et Stéphanie. Je l'ai re-regardé cet épisode. Il est génial parce que c'était il y a 2 ans. Et on parlait déjà de ça et on avait tout juste, c'est dingue. Comme quoi, ça vaut le coup d'écouter Silicon Carnet. Ouais, il faut le ressortir. En préparant cette émission, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que la Silicon Valley, c'est pas la première fois qu'elle essaye de casser un petit peu ce modèle matriciel des entreprises. Je suis retombé sur des exemples. Il y a Spotify qui avait en 2012 complètement réinventé son organisation. Il parlait de squad. Ils avaient théorisé une sorte de modèle d'équipe autonome, justement entre 6 et 12 personnes. C'est intéressant, entre 6 et 12, il y a 8, comme les Romains. Ils les regroupaient dans ce qu'ils appelaient des tribus. Et ils avaient été copiés par plein d'autres startups ici dans la Silicon Valley sur ce modèle-là. Sauf que ils ont vite abandonné et que ils sont vite retournés. Ça fonctionnait pas. Ensuite, il y a Zappos, bien évidemment, dont Tony Hsieh, qu'on se rappelle, qui malheureusement nous a quittés, qui avait réinventé complètement le management en 2013. Il avait parlé d'holacratie, c'est-à-dire que les organisations avec 0 manager et une auto-organisation totale, bon, ils étaient 1500 quand même chez Zappos à l'époque. On en parlait beaucoup. Las Vegas, en plus. Ouais, c'était à Las Vegas, tout le monde en parlait de ces organisations, tout le monde en rêvait. Sauf que résultat, 18% des effectifs sont partis, les mecs, le turnover a explosé et ça a été considéré comme un échec, quoi. Donc des expériences comme ça dans la Silicon Valley, il y en a eu. Elles ont toutes échoué. Ils sont tous revenus à un modèle de management. Et Jack Dorsey, dans ce texte-là, il en parle et il dit on a toujours essayé de changer cette organisation matricielle, on n'y est jamais arrivé parce qu'on a toujours fait un peu des workarounds, quoi. En fait, on n'a pas vraiment cassé le modèle. Une des raisons pourquoi, c'est parce que on n'avait pas la technologie qui permettait de le faire. Et aujourd'hui, visiblement, c'est ça ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette fois, il y a la tech pour ça, quoi. C'est possible de casser le modèle organisationnel. Ouais, c'est ça. Et je pense, en fait, le modèle organisationnel d'une entreprise, c'est avant tout de l'information qui circule. Et il y a donc là l'essai de Jack Dorsey, il le résume bien sur cette notion d'intelligence qui est omniprésente dans l'entreprise. Et il y avait un bouquin aussi, on en avait un peu parlé. Pareil, je crois que c'était il y a 18 mois, de Nexus de Yuval Harari, qui parle justement, on est dans la première génération où tu vas avoir une information qui se transmet, qui s'affine avec l'IA à la vitesse de la lumière. Parce que historiquement, que ça soit... alors, il prend souvent l'exemple des religions, tu vois, où en fait, dans une religion, tu vas avoir des histoires qui sont racontées selon les prophètes, etc. Mais en gros, ça met beaucoup d'années à se répartir. Le feu, tu vois, c'est souvent l'exemple qu'on dit. On dit le feu, il a été inventé à un endroit, puis à un autre endroit, puis à un autre endroit. C'est pas apparu partout au même moment. Maintenant, dans une organisation, quand tu as de l'IA, tu peux avoir ce qu'on va appeler le brain of the company, donc le cerveau de l'entreprise. Tu vas avoir le layer d'intelligence. C'est le feu du milieu, quoi, celui qui chauffe tout le monde, quoi, en fait. Voilà, mais sauf que là, tout le monde y a accès. Tout le monde peut mettre son bâton et chauffer sa viande au même moment. Et donc ça change complètement parce que les managers, historiquement, étaient tu vois, comme... les courroies de transmission, quoi, c'est ça. Ouais, le relais de marathon, tu vois, genre, je vais porter le message, machin. Et sauf que là, c'est immédiat. Et donc ça, c'est cette opportunité qui fait qu'on peut en effet casser l'organisation qu'on connaît jusqu'à maintenant et écraser complètement le middle management pour le bénéfice de tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde va être content de ça. Par exemple, dans une grande entreprise, imaginons, je veux faire valider un site web. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Il faut l'accord du branding, on va poser la question à l'IT, on va poser la question au legal, et du coup, toutes ces couches, ça ajoute des jours, et le développement même du site web, c'est qu'une petite étape en fait là-dedans.
Et aujourd'hui, on est rentré dans un paradigme où n'importe qui a besoin d'un site web, c'est ça, Chloé, peut utiliser des outils, je sais pas lesquels tu recommandes toi de ton côté, pour générer X versions de ce site web avec une intelligence artificielle, la tester sur le marché. Comment ça se passe ? Je pense que là-dessus, j'ai l'exemple parfait. Le site web, c'est vraiment le meilleur exemple. Aujourd'hui, tu fais un prompt en vibe coding, c'est-à-dire tu utilises Whisperflow, tu expliques à quoi doit ressembler ton site en 1 seconde, enfin, tu vois, en quelques minutes, 10 minutes, t'as déjà une première version que tu testes. Moi, littéralement, mon site, je l'ai fait en 1 heure et je refuse d'y consacrer plus de temps parce que je vois pas de valeur ajoutée là-dessus. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un Lovable, avec un Replit, avec du Claude Code Vercel, pour justement exactement, tu peux très très rapidement faire des sites. Avant, et il y a encore peu de temps, tu vois, il y a quelques années, moi j'étais de formation, je suis product manager. Donc j'avais vraiment, je pense que c'est un très bon exemple de ce métier où en fait tu te retrouves entre le client et les équipes techniques. Et donc t'as ton client qui te demande de créer des choses, t'as les équipes techniques qui exécutent. Et donc toi, tu dois essayer de transcrire et d'être un peu le translator en permanence entre deux types de personnes, tu vois. Donc j'ai connu vraiment cette frustration de, en fait, j'ai un brief client, je sais exactement ce qu'il faut qu'on fasse, mais sauf que je vais déjà devoir écrire des user stories, donc tu vois, une par une, écrire toutes les user stories à donner aux équipes techniques. Les équipes techniques vont retranscrire évidemment pas du tout la vision que j'en avais. Et donc après faut appeler le designer et machin et trucs, donc ça prend un temps fou. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a une partie de la création qui vraiment se casse à ce moment-là, au moment où t'as tellement d'itérations que t'en perds cette notion de créativité de base où en fait la créativité, je trouve qu'il y a quand même un moment un peu de magie où tu sais ce que tu veux, t'as ton idée en tête, t'as ton site web, t'as ton application, tu l'imagines, et le fait d'avoir autant de passes entre chaque équipe, en fait, je trouve que ça tue vraiment la créativité. Et pour moi, ça a été vraiment une révolution de voir que grâce à ces outils de vibe coding, aujourd'hui, en quelques minutes, en quelques heures, tu peux déjà avoir des premiers prototypes. Alors évidemment, c'est pas des applications qui peuvent être forcément, tu peux pusher directement. Dans le cas d'un site vitrine, si. Dans le cas d'une application plus complexe, évidemment, il y a plein d'autres enjeux de sécurité, d'architecture, etc. qu'il faut prendre en compte. Mais déjà d'avoir une première version visible, c'est juste un rêve, quoi, de se dire ok, je raconte ce que je vois et je peux le voir quelques minutes après. Voilà. Et ce que je trouve fascinant dans ce que tu es en train de dire, pendant que tu étais en train de parler, j'étais en train de me dire ça, c'est qu'avant la fabrication du site web, c'était ce qui prenait le plus de temps, et la coordination finalement, elle existait, mais bon, elle était comparable au temps de développement. Et est-ce que c'est pas, NJ, parce que le temps de développement, comme dit Chloé, est tombé à 1 heure, que tout d'un coup, on se rend compte que toute la coordination, elle devient insupportable. C'est-à-dire que elle a pas changé, la coordination, elle existait avant, sauf qu'elle était à peu près d'un temps comparable au temps de développement. Donc, sauf que là, le site web, il est là, quoi. Il est là. Et donc, on est tous en train de discuter du site web, alors qu'on se dit, ouais, mais il est là. Pourquoi est-ce qu'on n'appuie pas sur push, quoi? Ouais. Tu vois, Non, et je pense qu'il y a deux trucs. Il y a, en effet, le temps qui est compressé, parce que, en fait, les skills, donc ce dont tu as besoin, les compétences dont tu as besoin pour créer un site web maintenant sont accessibles à tout le monde. Donc, tu n'as plus besoin des loops, tu n'as plus besoin du designer, du développeur, tu vois, éventuellement de l'IT pour la sécu, etc. Tu peux, avec un bon outil de vibe coding, typiquement, pareil, donc Lovable, Replit, etc., qui vont gérer non seulement la production, mais aussi la mise en ligne, parce que c'est là où il faut faire super gaffe, tu vois, la sécu, etc. Donc ça, c'est compressé. Donc en effet, maintenant, tu compresses les loops. Tu peux aller de 0 à 1 beaucoup plus vite. Donc avoir des avis de plusieurs personnes, ça fait plus beaucoup de sens, puisque la compétence, elle est intégrée dans l'IA directement. Et pour moi, la deuxième chose importante que ça crée aussi, c'est encore une fois, pour revenir sur le sujet de l'information, c'est que souvent quand tu fais un site web, mais quand tu fais une appli, quand tu fais une stratégie marketing, peu importe ce que tu fais dans une boîte, c'est en fait des avis divergents dans l'entreprise qui font qu'on fait plein de réunions. Pourquoi on fait plein de réunions? Parce qu'on n'a pas tous accès à la même donnée.
Parce que quelqu'un va dire « Ah oui, mais moi, j'ai rencontré 3 clients, ils font ça. Regarde mes notes. Ah, mais moi, j'ai fait une étude de marché, il faut qu'on fasse comme ça. Ah, mais le violet dans mon site, ça veut dire ça, alors que le jaune, ça veut dire si. » Tout le monde a des avis. Maintenant, tu branches tes agents directement sur la donnée d'Internet. Donc, je sais pas, du SEMrush, par exemple, pour la donnée de SEO. Tu vas brancher du Google Trend. Tu vas brancher des études de marché. CRM, Et l'agent va avoir accès à cette information et donc va faire des choix qui sont déjà très, très, très optimisés par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, après, tu vas te battre, en effet, sur peut-être un logo, un truc un peu plus créatif, etc., qui est un peu plus unique. Mais sinon, comme l'agent a accès à l'information et qu'il optimise ton site, ton application ou ta stratégie marketing, tu peux pas remettre en permanence en question, tu vois, le sourcing de cette information parce que toi-même, en tant qu'humain, t'as pas lu 18 études de marché, t'as pas fait 18 études SEO pour savoir que c'est tel et tel mot-clé qui vont faire ta landing page. Donc, je pense que c'est la compression des skills plus l'accès direct à l'information qui fait que, typiquement, ce sujet de vibe coding de site web, c'est plus un sujet, en fait. Et d'ailleurs, voilà, si vous êtes une agence web où vous faites encore des sites web avec un WordPress, un Drupal ou autre, je pense qu'il faut se réinventer. Et peut-être un dernier point là-dessus que je trouve hyper intéressant. Tu parlais de la compression des compétences. Je pense aussi au fait que, et c'est là où je trouve que l'IA fait tout son sens, c'est aussi l'accès, au-delà du fait que tu peux demander à une IA de choisir pour toi, tu peux aussi, toi, choisir de rester dans le workflow. Je vais donner un exemple très concret qui va parler à tout le monde. Donc, à l'époque où j'étais product manager, je travaillais sur un outil qui s'appelait Quiver, qui est un projet qui est parti à Y Combinator, qui était du RAG. Globalement, là, pour faire simple, la technologie du RAG, c'est la technologie qui permet de chatter avec des documents, pour faire très simple. Et donc, j'avais, c'était pas un site web, mais je devais retravailler l'UX de notre produit. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'effectivement, j'allais passer peut-être une journée à faire valider avec un designer, puis un autre designer, qu'on allait devoir appeler d'un autre projet pour demander ensuite au product owner. Enfin bref, dès que j'ai compris que ça allait vraiment être super compliqué de passer par toutes ces couches quoi, de management quoi. C'est loop, ouais. Ouais, exactement, toutes ces couches de management. En fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, l'IA allait me faire gagner énormément de temps, c'est que j'allais pouvoir monter en compétence sur un sujet que je connaissais pas encore, qui était le design. Donc moi, j'ai pas une formation de designer, mais tu vois, t'as Stan Girard avec lequel je bossais sur ce projet Quiver, qui m'a donné un livre sur l'UX UI et qui m'a dit lis-le. Et moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je l'ai mis dans notre book LM. J'ai demandé à notre book LM de me faire un résumé et je suis devenue designer en quelques heures, tu vois. Et je dis pas que évidemment je remplace pas un designer, mais j'aurais peut-être pris des jours pour avoir peut-être une reco de couleur auprès d'une personne de l'équipe. Et c'est vrai que là, tu bypasses et en même temps, tu as l'impression toi-même de monter en compétence sur un sujet. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de curiosité et de volonté de vouloir s'approprier des nouveaux sujets. Voilà. Ouais. Non, c'est super intéressant le fait d'utiliser. T'as pas besoin de monter en compétence. Tu vas chercher cette compétence. Elle a été documentée. Tu la mets en RAG comme une sorte de skill, de contexte, en disant, mais tout ce que tu fais, appuie-toi, pas sur moi, mais sur cette connaissance que je t'ai mis à disposition. Et il faut aussi accepter, comme tu dis, de dire, je suis pas l'expert, c'est ce truc-là qui va dicter un petit peu, qui sait mieux que moi, et que j'ai mis à disposition. Effectivement, c'est ce feu sacré au milieu, là, dont on parle, qui... tel un oracle aussi te dit des trucs qui t'échappent peut-être aussi, hein, mais bon, tu te dis il doit savoir mieux que moi, quoi. C'est super intéressant. Je voudrais qu'on revienne au manifeste de Block parce que je pense qu'il est fondamental, il est fondateur. Il a été publié très récemment, hein, c'était le 31 mars 2026. Je le disais, c'est Jacques Dorsey et ce mec de Sequoia. Ça s'appelle From Hierarchy to Intelligence. Le timing, il est pas anodin parce que Block vient de se restructurer justement à l'issue de ce papier. Ils ont viré 40% de leur effectif, plus de 4000 personnes. Et c'est pas simplement une réflexion théorique, hein. Il est en train de mettre en application ce truc-là. La thèse centrale, c'est que la plupart des entreprises utilisent l'IA pour améliorer la productivité individuelle. On en a un petit peu parlé. C'est un peu un copilote pour les employés. Et c'est vrai que ça peut faire gagner 20%, 30% sur tes tâches au quotidien.
mais ça change pas la structure. Et ce que veut Jack Dorsey avec Block, c'est véritablement reconstruire l'entreprise autour de cette intelligence collective, où l'IA va peut-être remplacer une forme de hiérarchie, en tout cas une forme de management à l'intérieur de cette entreprise. Alors, c'est intéressant parce que quand on rentre dans ce papier, Dorsey, il propose de remplacer la hiérarchie par ce qu'il appelle 2 modèles du monde. Le premier, c'est le Company World Model, c'est-à-dire ce que t'expliquais, Angie, une sorte de représentation en temps réel de ce qui se passe dans l'entreprise. En gros, cette intelligence artificielle, elle est connectée à tout le système d'information de l'entreprise. Et j'ai un pote qui bosse ici dans la Silicon Valley sur un projet où lui, il parle de self-driving enterprise. C'est-à-dire que les voitures sont devenues autonomes. Demain, les entreprises vont elles-mêmes devenir complètement autonomes, se piloter de façon complètement autonome. Et moi, en tant que CEO de la boîte, je vais avoir la possibilité d'interroger ce système d'intelligence artificielle et savoir en temps réel qui travaille sur quoi, qu'est-ce qui bloque, où sont allouées les ressources, enfin bref. Et ça, c'est dingue parce que justement, dans cette organisation, dans cette hiérarchie qu'on avait jusqu'à présent, le CEO demandait à ses directeurs, les directeurs demandaient à leurs managers, les managers demandaient à leurs équipes et c'était un peu le téléphone arabe, quoi, en gros. Donc là, ce company world model, c'est un truc qui est à disposition pas simplement de lui, d'ailleurs, de tout le monde dans l'entreprise pour savoir en temps réel ce qui se passe. C'est ça, Angie? Ouais, c'est vraiment cette notion d'ajouter la couche d'intelligence au-dessus de notre base de données. D'ailleurs, il y avait un article qui était pas mal il y a 2 mois de Andreessen Horowitz qui avait justement commencé à appeler ça le System of Intelligence versus le System of Record. En gros, Salesforce, une base de données MySQL ou enfin ce que tu veux, un CRM HubSpot, c'est avant tout une base de record. C'est, on dit la source of truth, donc la source de vérité pour toutes les informations de l'entreprise, que ça soit tes clients, tes fournisseurs, tes transactions, etc. Et donc ça, en fait, c'est des bases de données statiques qui, quand tu les interroges, soit tu fais une query SQL, donc ça va te donner une information, mais qui n'est pas interprétée. Donc, avec l'IA, tu rajoutes, donc on va en parler peut-être un petit peu, les connecteurs, les MCP, etc., qui vont te permettre d'aller poser des questions, même sans poser la question. C'est-à-dire que l'IA va faire un raisonnement comme si toi, tu avais branché ton cerveau à ton Salesforce et tu sais tout de suite que tu as 2 clients qui sont à risque de churn, tu as 2 clients où il y a une opportunité de leur vendre 2 fois plus de contrats, etc. Et donc, c'est vraiment cette notion-là de faire en sorte que on va toujours avoir des bases de données où tu vas avoir de l'information, mais par contre, tu vas avoir cette couche d'intelligence qui est accessible à tout le monde et qui, du coup, peut prédire plus rapidement, qui peut proposer d'ajuster des prix, dire attention, on va être à court de cash bientôt, alors il faut qu'on aille chercher un prêt, etc. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, il donne cet exemple. Il dit un restaurant, si la trésorerie se tend, avant une baisse saisonnière, parce que il y a des saisons quand tu gères un restaurant, si le modèle a déjà vu ça par le passé, cette couche d'intelligence, elle va tout d'un coup se mettre à proposer un prêt à court terme. Elle va ajuster le calendrier de remboursement, etc., etc. Elle va chercher le financement sans que finalement personne ne lui ait dit de le faire, quoi. C'est-à-dire, c'est elle-même qui va suggérer ce genre de truc-là. Et donc, il distingue 2 choses. Il y a le Company World Model et puis il y a le Customer World Model. Donc, tout ça, ça implique quand même, Chloé, que les boîtes aient des systèmes d'information et déjà toutes ces données-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ici dans la Silicon Valley, c'est plus possible de faire un meeting sans qu'il soit enregistré. Est-ce que c'est pour ça, justement? C'est pour alimenter ces compagnies World Model, c'est pour alimenter ces Customer World Model et faire en sorte que demain, quand cette couche d'intelligence va opérer, elle ait véritablement toutes les données? Ouais, exactement. Je pense ça reprend bien ce qui était dit aussi dans
dans le talk de Y Combinator qui d'ailleurs mentionne pas mal ce document de Jacques Dorsey, mais il y a vraiment ce sujet de se dire en fait, quand on le dit comme ça, peut-être il y a des dirigeants qui nous écoutent, ça peut faire un peu peur, on peut se dire c'est un peu lointain, tu vois, d'arriver à ce modèle parfait. En réalité, quand on commence à y toucher du doigt, ça devient addictif. C'est-à-dire que quand tu commences à enregistrer tes calls, le jour où tu te souviens plus d'une info et que tu l'as pas enregistrée, tu te dis mais comment j'ai pu faire cette erreur, quoi. Donc je trouve qu'en fait ça vient beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense quand on commence à s'interroger sur l'IA. Et là, je te prends l'exemple de chercher une information dans un call, mais pour aller plus loin, nous aujourd'hui, la façon dont on pense notre entreprise chez Blackfig, on la pense AI native. On a la chance de créer une entreprise en 2026, c'est-à-dire qu'on a la chance de créer une entreprise sur des process qu'on crée chaque jour avec de l'IA. Donc, c'est-à-dire, dès qu'on a un nouveau process, on se pose la question de comment on va l'IAiser. Et évidemment, la construction de cette couche d'intelligence, elle fait partie intégrante de la façon dont on réfléchit le process, puisque derrière, on a très bien conscience que c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir perdurer dans le temps et s'améliorer. Et donc, ce sujet d'amélioration continue, tu vois, de nos agents, etc., il se fait de façon assez naturelle. Je te donne un exemple. Le lundi matin, quand on a notre première réunion review du pipe avec mon associé, on ouvre évidemment Granola qui enregistre notre conversation. On se met sur la terrasse, on parle de nos clients qu'on a vus la semaine dernière. On review en fait tout le travail, toute la dimension commerciale, tous les contacts qu'on a eu avec nos clients. Et t'as Granola qui enregistre toute cette conversation c'est comme une troisième personne. Ouais, d'accord. C'est comme une troisième personne. Nous, maintenant, c'est-à-dire, il y a plus jamais. Granola est omniprésent. C'est-à-dire que il fait partie intégrante de l'équipe. Donc, évidemment, Granola enregistre tout. Et derrière, en fait, toutes les améliorations. Donc, par exemple, je te donne un exemple très concret. On regarde une proposition commerciale qu'on a envoyée et on se dit, ah ouais, cette formulation était peut-être pas terrible. Ce week-end, j'ai entendu parler d'une formulation qui serait un peu mieux. Automatiquement, Granola va venir récupérer cette information-là et va nous permettre d'améliorer chacune de nos prochaines propositions commerciales qu'on va envoyer. Donc, en fait, c'est vraiment... je pense que dès qu'on commence à intégrer cette façon d'avoir du feedback et faire de l'amélioration continue sur nos agents, dès qu'on commence à intégrer ça, dès qu'on commence à toucher du doigt, ça devient en fait complètement... addictif, parce qu'on se dit mais si j'avais enregistré, ça aurait pu se faire tout seul, quoi. Donc ça vient assez rapidement, en fait. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant, toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs. Quels sont les outils qu'il faut mettre en place justement pour orchestrer tout ce truc-là ? Parce que il y a des outils, il y a aussi une taxonomie qui est peut-être pas super simple pour les gens à comprendre. En préparant l'émission, moi, j'ai pensé 3 catégories. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais, d'outils qui aujourd'hui coexistent en même temps. La première catégorie sont les assistants, c'est Copilot, c'est tous ces trucs-là qu'on utilise
tous ces chatbots et tout ça, mais qui peuvent aussi écrire du code, tout un tas de trucs comme ça. La deuxième catégorie, ce sont les agents. J'aimerais bien que vous nous expliquiez la différence justement entre ces assistants et les agents. Et puis, il y a une troisième catégorie aujourd'hui qui est les IDE agentiques. Vous en avez un petit peu parlé, les cursors, les windsurf, les anti-gravity, etc., etc. Qui est-ce qui veut nous expliquer un petit peu la différence entre ces trois-là? Et est-ce que le troisième remplace le deuxième qui remplace le premier, ou est-ce que non, on va être face à un système qui va coexister avec ces trois catégories en parallèle? On va prendre un exemple assez simple, peut-être OpenAI, parce que c'est une boîte que j'aime bien. En plus, ils m'ont contacté pour un poste, là, c'est marrant, mais bon, je viens de lever Ouais, c'est rigolo, un poste super bien payé. Bon, je vais pas faire le process, je viens de lever des fonds et tout, donc je vais pas. Mais voilà, donc je préfère OpenAI de toute façon. Dis-nous non, parce que les gens, on veut savoir. On veut savoir ça. J'ai quoi pas comme d'offre. poste? J'ai pas d'offre. Mais... C'est en gros, c'est manager de Forward Deployed Engineer. Donc c'est en gros aller voir des clients. Attends, ça c'est vachement intéressant. On explique ça, le forward, parce que là, en ce moment, c'est génial. Si je devais prendre $1 à chaque fois que j'entends le mot forward, en fait, je te jure que je serais déjà millionnaire. En gros, c'est quoi forward, ce terme? Forward Deployed Engineer, qui est le FDE, c'est un concept qui a été mis au goût du jour surtout par Palantir, qui en fait, ça consiste à envoyer un consultant très ingénieur, donc un ingénieur ou très consultant, tu le prends dans le sens que tu veux, mais quelqu'un qui sait parler aux clients, qui sait aller sur le terrain, récupérer un besoin et en faire une solution. Je fais grosso modo. Mais ça, dans l'IA, c'est clé parce que quand tu veux mettre de l'automation en place, tu veux mettre de l'IA en place dans des process, et Chloé, tu pourras en parler de Chloé, elle est forward à mort, elle. Ouais, voilà, t'es obligé d'aller chercher ça. Mais historiquement, la compétence de quelqu'un qui sait comprendre le besoin du client et qui sait l'interpréter techniquement ou le mettre en place techniquement, c'est deux personnes complètement différentes. C'est pour ça que t'as des pods, t'as un product manager, alors à l'époque, en plus, t'avais les scrum masters. Alors là, encore, tu rajoutes des mecs qui servent à rien dans le lot. Mais donc là, c'est la même personne quasiment. Et ils y vont donc en équipe à 3-4 et ils disent OK, voilà, il y a un workflow dans ton assurance, dans ta boîte d'assurance, il y a un workflow qui consiste au client de faire ci, ça. Et nous, on va te le faire avec l'IA. Et en fait, déjà, tu vas plus avoir besoin de ton bureau en Inde potentiellement qui faisait ça avec 5 personnes. Maintenant, c'est un agent qui va le faire, etc. Donc ça, c'est le concept de Forward Deployed Engineer. C'est vraiment un ingénieur qui se déplace chez le client, qui a la compréhension du besoin et qui peut alors, c'est payé combien dans un produit. Le poste de manager, je sais pas, j'ai pas d'offre, mais en grosso modo, c'est des compensations, je pense, entre les stocks et la base qui doivent être autour d'1 million, à mon avis. Par an, ouais. T'as intérêt à faire une belle boîte. Exactement. Mais c'est pas la première fois quand j'ai monté ma dernière boîte. C'est-à-dire, tu te rappelles du poste de forward engineer à la con là, de chez OpenAI? C'est manager. Moi, je suis pas assez bon ingé pour faire de l'ingénierie, mais c'est plus pour lead des individuels contributeurs. Mais alors les catégories. Alors on a parlé des assistants, les agents et les IDE. C'est juste pour dire que je choisis OpenAI parce que je suis un peu team Sam Altman versus Dario. Mais du coup, ils ont un modèle qui s'appelle GPT. Donc le dernier, c'est 5.5, qui est très très bon. Et en fait, ce modèle se décline sur 3 formes. Donc ChatGPT, c'est l'assistant. Donc tu lui poses des questions, il te répond. Tu lui demandes un produit. Là, je cherchais des nouveaux AirPods. Tu dis AirPods nouvelle génération, il va te sortir la fiche. Tu cliques, tu peux l'acheter. C'est plutôt l'assistant, c'est plutôt pour des questions ad hoc, un peu de travail, t'aider à écrire tes mails, etc. C'est conversationnel. C'est conversationnel. Les agents, ça va être le même modèle derrière. C'est toujours ChatGPT, mais par exemple, donc OpenAI a un produit que moi j'adore, que j'ai découvert, ils ont lancé ça il y a 1 mois et demi, qui s'appelle Agent Workspace Agent, donc agent de espace de travail. On pourra envoyer le lien parce que c'est super accessible. Franchement, tu vibe code un agent. Et donc là, l'agent, lui, il va être connecté à des systèmes, il va avoir des règles, il va avoir des triggers, c'est-à-dire qu'il va se mettre en route selon certaines choses. Et il va avoir un Cowork, ça, c'est chez Claude. C'est pas vraiment Claude Cowork, parce que Claude Cowork, c'est vraiment fait plutôt pour bosser sur du computer use ou donc c'est-à-dire qu'il va prendre en charge ton ordinateur ou il va acter comme s'il était toi, tu vois, sur ton navigateur, ou alors il va organiser tes fichiers
dans ton ordi. Non, mais il a Là, accès c'est à ton vraiment- agenda, Cloud Cowork, il a accès à ton Drive, et tu vois, tu peux lui ouvrir des accès. Ouais, c'est un peu comme ça. Je pense que c'est plus proche, chez Anthropic, c'est plus proche d'un produit qui s'appelle Automate, tu crées des automations. Mais là, je trouve qu'ils l'ont poussé un peu plus loin. Et je pense d'ailleurs que ce produit Agent est très influencé par le OpenClaw, par le rachat de OpenAI par OpenClaw. Oui, bien sûr. C'est la version payante de OpenClaw, c'est que tu vas créer des mini-personnes. Alors, ils ont des petits icônes. Alors, moi, tu vois, j'en ai fait un qui est un Growth Manager, j'en ai fait un qui est un Product Manager. On a bien sûr le développeur Agent. Ils font de l'anthropomorphisme, ils le présentent presque comme un humain, quoi, c'est ça? Alors non, justement, ils le présentent avec un icône. D'ailleurs, tu sais, OpenAI, ils ont appelé ça ChatGPT parce qu'ils veulent pas lui donner un nom humain, alors que Claude, ils l'ont appelé Claude, qui est en plus un prénom français assez drôle. Mais du coup, c'est des petits agents. Tu vas connecter à tes systèmes. Donc, par exemple, si on fait un agent, là, on dit aux gens qui nous écoutent, on fait un agent qui nous permet de faire Product Manager. Parce qu'on va prendre le job pour dire que Chloé, en fait, aujourd'hui, si tu voulais aller chercher un job, tu pourrais pas trouver. J'aurais pas de job. C'est pour ça que j'ai quitté. Donc, j'ai fait un PM, un Product Manager, qui a accès à tous nos calls. Donc, dans ma nouvelle boîte, on a des meetings. En fait, on a un meeting permanent qui est ouvert toute la journée où on y va, on discute. Il a accès à ça, il a accès au Slack, il a accès au Notion dans lequel on a tout un tas de documents, de choses qui nous intéressent. Il a accès à GitHub, donc toute la base de données, enfin toute la code base. Il a aussi plusieurs skills, donc des compétences pour aller chercher des informations. Par exemple, si on identifie un concurrent, si on identifie une news intéressante, il va aller regarder. Fiche d'information. Ouais, il a une fiche. Et son trigger, sa règle, c'est que toutes les heures, il scanne tout ça. Et ensuite, il va informer la roadmap. C'est-à-dire qu'il va créer des tickets dans la roadmap avec des user stories, donc qui sont écrites, tu vois, vraiment avec la méthodologie agile. Il faudrait faire une feature qui fait A, B, C, et si elle marche, il faut qu'on mesure son fonctionnement avec X, Y, Z. Et bien ça, il peut complètement créer ta roadmap et la mettre à jour en permanence. Et une fois que le ticket est créé, il va appeler un autre agent qui s'appelle l'agent développeur. Et là, je vais parler de l'IDE agentique, donc qui est la troisième catégorie, où là, tu fais développer la feature. Et donc, nous, en fait, on a une boucle où on parle dans des réus, on copie-colle des liens de trucs intéressants qu'on a vus. Et donc, il y a le product manager qui crée les tickets, et ensuite, l'agent développeur qui crée le code et qui le pousse, donc ce qu'on appelle une PR. Donc, il la met sur GitHub, et après, on doit revoir la PR. On doit la revoir, on doit l'accepter, quoi, parce qu'en fait, la review est aussi faite par des agents. Donc, c'est une vraie boucle. Et donc, je vais juste finir sur la troisième catégorie dont tu parlais. Donc, on a parlé des assistants, ChatGPT, des agents, donc par exemple, GPT, agent workplace. Et donc, chez OpenAI, l'IDE agentique qui s'appelle Codex. C'est assez comparable à Cursor, même si Cursor est plus avancé dans la visualisation du code, mais c'est ce qui va te permettre de faire en sorte que ton code soit développé complètement par des agents. Et là, vraiment, tu peux aller très, très loin. Pour vous donner une info, moi, historiquement, je suis plutôt product manager, enfin, je suis devenu un peu tout au fil du temps. J'étais un petit développeur de bas de gamme, quoi. Genre, si vraiment je dois bosser, T'étais une merde, quoi. Peut-être, voilà, une merde sur une pelle en bois, comme on dit. Une merde sur une pelle en bois, c'est l'expression de Silicon Carnet, ça. Oui. Non, peut-être que j'aurais pu être embauché par une agence web à Limoges, tu vois. Genre, pour pas citer de... Ouais, non, c'est pour moi, ça, c'est là où il vient. Ouais, non, mais du coup, aujourd'hui, tu vois, je pense que j'ai mis en ligne peut-être 70 000 ou 80 000 lignes de code en 2-3 semaines. Et en production. Et quelque chose qui marche et qui est sécurisé, etc. Et ce que j'aurais jamais été capable de faire. Donc, on a une consommation de tokens aujourd'hui qui est qui fait qu'augmenter. Donc, ça, c'est très cool. Mais c'est pour montrer à quel point cette compétence qui était, tu vois, un truc gardé, quoi, le développeur, aujourd'hui, avec des outils comme Cursor, comme Codex, comme Claude Code, te permet de complètement automatiser la production d'un produit, d'un logiciel B2B, de ce que tu veux, quoi. Moi, honnêtement, dans ma pratique courante, maintenant, je distingue très peu les trois. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Nous, dans notre utilisation, on les distingue
à peine au sens où aujourd'hui qu'on utilise un assistant ou un agent dans notre workflow, on voit pas la différence. Je pense qu'il y a un truc hyper important à rappeler et que je pense que c'est un concept que beaucoup de gens ont du mal à comprendre sur, notamment on parle beaucoup de Claude Code. Il faut comprendre que Claude Code, c'est un agent de coding. Donc il y a des gens qui le voient comme une application, une fin en soi, un peu où on va créer des choses qui vont être sur Claude Code. Il faut bien comprendre que Claude, ça reste un agent qui nous aide à produire du code. Et c'est ce code-là. Et donc c'est à travers Claude Code qu'on va créer des agents qu'après on va pouvoir retrouver. Mais en fait, que vous fassiez du code classique ou du code à partir, vous pouvez même faire prompter quelque chose sur le Weibull et après aller chercher le code. Mais voilà, il y a vraiment une distinction je pense, à comprendre entre ce qu'on crée in fine, ce sont donc des agents ou des assistants. Mais il y a du code derrière, c'est ça. Et la manière, exactement. Et il y a du code derrière. Et il y a un autre élément technique dont on parle pas suffisamment. C'est peut-être que tu peux nous expliquer ça, Chloé. C'est le MCP, le Model Context Protocol. Ce standard. Qu'est-ce que ça permet, ce MCP? C'est quoi cette histoire? Parce que je suis certain que les gens en ont entendu parler et peut-être d'ailleurs ils utilisent du MCP sans le savoir. Mais c'est quoi ce MCP? Ouais, pour faire assez simple en fait, le MCP, on le compare souvent avec les connexions API. Donc en fait, l'idée d'une connexion API, c'est donc de connecter deux interfaces entre elles, deux applications entre elles. Je vous donne un exemple. Je veux connecter mon Apollo Stripe, avec mon ouais, ou par exemple Stripe. Parfait, et exactement. Ouais. Exactement, je vais connecter Stripe avec mon site web par exemple pour faire un paiement. Donc ça va être une connexion API pour pouvoir intégrer du coup des outils entre eux. La connexion MCP globalement, ça va être des connexions qui vont être qui va être vraiment facilitée. Donc techniquement, ça va permettre d'avoir une connexion qui est plus fluide, plus facile. Je sais pas, Angie, comment tu le définirais peut-être mieux que moi? Mais parce qu'il y a certaines applications qui n'ont pas de API, quoi, en fait. Et le MCP te permet finalement de créer une sorte d'API alors qu'elle n'existe pas, cette API. Parce que connecter ces systèmes, des fois, il faut une API. Et ben ouais, mais merde, elle est pas là, elle est pas disponible, ou alors elle me coûte cher. Parce que là, je comprends mieux aussi, en vous écoutant parler, je comprends mieux le SaaSpocalypse qui a lieu en ce moment, parce que je me dis, on n'a plus besoin d'aller dans les outils, on n'a plus besoin des API parce qu'on peut créer avec des protocoles comme MCP, créer ses propres interconnexions. Comment tu définirais ça, toi, Angie? Une façon peut-être très simple de retenir la différence, et au final, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence, mais le modèle contexte protocole, donc MCP, c'est fait avant tout pour les modèles, c'est-à-dire pour amener du contexte d'un outil vers un modèle, donc vers un agent, on va simplifier, alors que l'API, historiquement, c'est fait pour connecter des applications avec un humain développeur au milieu. Donc, en fait, tu as une documentation API, tu récupères ta clé API, tu demandes quel endpoint, donc quel endroit tu vas aller chercher. Donc, typiquement, sur Stripe, tu vas avoir le prix, tu vas avoir le produit, et tu vas avoir est-ce que la carte, elle est passée, elle n'est pas passée. Donc, ça, l'humain pouvait le faire. Et maintenant, en fait, le MCP va te permettre de donner ça directement à un agent qui va utiliser que ce dont vraiment il a besoin. Et c'est-à-dire surtout, qu'il va comprendre, lui, il va se dire, non, mais en fait, ça, j'en ai pas besoin, je m'en fous. Exactement. Il comprend, quoi. Il comprend ce dont il a donc besoin. Donc, il remplace l'humain, il remplace pas l'API, en gros. Il remplace l'humain. Et en fait, le MCP, bon, là, il y a plein de débats entre les puristes. Au final, ils disent, t'as plein de développeurs aujourd'hui qui disent, mais au final, une API très bien documentée est largement suffisante. Le MCP, ce qui est très cool, c'est que tu l'implémentes vraiment très facilement, parce que donc les outils dont tu parles, les outils les SaaS historiques, aujourd'hui sont tous en train de mettre à disposition des API. D'ailleurs, il y a des boîtes qui sont spécialisées dans la création d'API ou la création de documentation d'API qui se disent, c'est soit on met en place un moyen pour que les agents utilisent notre logiciel. Et d'ailleurs, tu vois, même Y Combinator disait make something agent want, parce que historiquement, c'était make something people want. Et donc, ils ont un peu changé le logo, le slogan, en se disant, il faut absolument que ton produit soit accessible aux agents et qu'ils puissent interagir, donc, entre ce protocole, entre modèles, pour que l'agent puisse faire les tâches dont on a parlé précédemment. Et donc, en effet, c'est un point essentiel, parce que si ton agent n'est pas connecté à tes autres systèmes, donc s'il n'est pas connecté à ton CRM, par exemple, il ne va pas pouvoir faire des jolis mails
très personnalisé pour aller parler à ton client. Donc, tu as besoin de le connecter avec HubSpot. Donc, il y a un HubSpot MCP, il y a un Apollo MCP, etc. Donc, en fait, tous les outils qu'on utilise ont mis en place des protocoles comme ça pour que les agents puissent utiliser l'architecture et l'infra qui est derrière. Il y a un autre truc, Chloé, que peut-être que tu peux nous expliquer, qui n'a rien, qui est une évolution peut-être du MCP, j'en sais rien, mais ce qu'on appelle le computer use. Et ça, moi, la première fois que j'ai été confronté à ça, j'ai eu un moment, comme un moment iPhone, un moment Wi-Fi aussi, quand j'ai vu que mon ordinateur était connecté à Internet sans câble ou des trucs comme ça. C'est le fait que l'agent prend le contrôle de ton navigateur, c'est ça, le computer use? Exactement. C'est exactement ça. C'est la capacité du coup d'un agent à prendre vraiment le contrôle sur ton ordinateur. Et pour faire quoi alors? Donc ça peut être un peu impressionnant au début, même moi. Enfin honnêtement, pour moi la première version de ça, c'est les opérateurs SFR ou Orange. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce type de blocage où ils vous disent OK, appuyez sur un bouton et on prend contrôle de votre ordinateur tout de suite. C'est hyper impressionnant. Donc ça fait un peu peur. Et donc là, j'ai retrouvé un peu cette petite angoisse au début quand j'ai entendu parler des computer use. Et donc l'idée c'est que du coup des agents ils peuvent ouvrir des applications, ils vont pouvoir aller naviguer sur le web, remplir des spreadsheets à ta place, cliquer sur des boutons. Et du coup tout ça ça semblait assez loin et en fait on y arrive assez vite. Et l'idée tu peux imaginer c'est que sur un certain nombre de cas d'usage demain si j'essaye de rêver un peu, demain j'utilise un agent personal assistant et je lui dis demain je veux partir en week-end à la campagne, je vais trouver le train qu'il faut, il va aller sur mon ordinateur, il parle en langage naturel avec Whisper. Ouais. Et de la même façon, ou même avec de la voice, parce que pour moi, alors vraiment pour le coup, j'ai une conviction, c'est qu'on va vers un monde qui ne va être géré que par de la voix. Pour moi, c'est le vrai grand changement dans mon quotidien, c'est que je te le disais tout à l'heure, quand on enregistre nos calls sur Granola avec mon co-founder, on se parle. Et en fait, je suis de moins en moins face à des écrans. Et en fait, de parler avec une interface en vibe codant ou en utilisant Whisperflow ou demain en ayant ton agent Eleven Labs avec qui tu discutes, qui va chercher ton info et qui va la retranscrire, en fait ça revient au même. Et là-dessus, Chloé, moi je me demande s'il n'y a pas un truc générationnel justement. C'est-à-dire que moi j'ai encore vachement de mal. Alors Whisperflow, on l'explique, c'est un outil qui permet effectivement de dialoguer en vocal et qui va synthétiser, qui va comprendre la substantique moelle de ce que tu es en train de lui dire pour donner l'information à une intelligence artificielle de façon structurée, parce que quand on parle, c'est pas forcément structuré. Je définis bien ce que fait Whisperflow. Oui, tout à fait. On peut l'utiliser. Mais moi, j'ai vachement de mal. Parce que mon mode et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc générationnel là? Mon mode, moi, de penser, il est écrit. Tant que je n'écris pas, j'ai l'impression de ne pas avoir structuré ma pensée. Vous l'avez vu, je vous ai envoyé les notes de l'émission. À la base, je suis un littéraire, quand même. Mais j'ai besoin, tant que, tu vois, ce truc-là, j'ai pas fait du Whisperflow, J'ai utilisé des agents pour m'aider à faire des recherches et des trucs comme ça et rédiger, mais tant que je ne l'écris pas, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un truc générationnel, là? Alors, je sais pas si c'est générationnel. En tout cas, je pense qu'il y a un bon équilibre à avoir. Effectivement, moi, en réalité, je suis un peu comme toi. Pour structurer ma pensée et arriver à vraiment poser des idées, j'aime bien écrire. D'ailleurs, j'écris beaucoup avec un papier et un crayon. Et parfois, je me dis, mais si des gens me voient, ils vont se dire, mais elle fait croire qu'elle travaille dans l'IA, celle-là, alors qu'elle est en train d'écrire tout à la main, avec des petites notes. Mais c'est vrai, je suis hyper d'accord avec toi sur ce point. Et pour moi, c'est arriver à trouver le bon équilibre entre les deux. C'est-à-dire que toute la phase de donner du contexte et on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui avec l'IA, c'est d'arriver à donner un maximum de contexte et d'arriver à partager toute l'intelligence métier, toute la substance de nos métiers. Et pour moi, pour arriver à donner plus de contexte, alors c'est peut-être très personnel, mais j'adore parler et de toute façon, de façon naturelle, on parle quand même beaucoup plus que quand on écrit. Donc c'est-à-dire quand on parle, on donne plus de contexte. Donc ça, je pense que tu vois, pour itérer, pour arriver à donner du contexte à une IA, d'utiliser la voice, c'est un super bon moyen d'arriver à passer toutes ces informations. Derrière, en revanche,
Tu vois, ce que j'aime bien faire, moi, c'est donner les infos sur Whisperflow et derrière restructurer, copier, coller, réécrire des passages. Et je pense que c'est à chacun aussi de trouver un peu sa façon de faire. Mais pour être très honnête, écrire sur un ordinateur, quand t'écris 10 heures par jour sur ton ordi, à la fin de la journée, t'as quand même les yeux qui piquent. Pour moi, c'est quand même un signal que c'est d'arriver à avoir au moins 50% du temps où t'interagis en parlant et 50% du temps où t'es plus à l'écrit. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est un bon équilibre. Angie, toi qui es le millennials entre nous, tu te situes où, toi? Pour revenir sur le computer use ou browser use, qui est donc la prise en charge du navigateur, c'est très pratique en effet de l'utiliser avec la voix, typiquement pour faire remplir des formulaires de merde, excusez-moi, mais en fait on a, alors, notamment aux États-Unis où tu as des formulaires en fonction des États, par exemple, tu vas avoir différentes déclarations à faire. Et typiquement, c'est genre les administrations. Alors, la France est un peu en avance sur ça, donc chapeau à la France. Mais typiquement, les MCP, tu vas pas en retrouver sur des administrations américaines. Donc, tu peux donner à ton agent qui a accès à ton navigateur, tu vas lui dicter ce que tu veux, et il va remplir un formulaire pour toi, il va en remplir 10, etc. Et donc, moi, j'utilise de plus en plus la voix, notamment dans les exercices de brainstorming de fonctionnalités. Tu vois, en fait, j'utilise la fonction plan, en fait, avant de coder un truc, donc où je vais dicter comment je veux que ça fonctionne, quels sont les critères d'acceptation de la fonctionnalité, par exemple. Et donc ça, c'est très bien parce qu'il y a une espèce d'échange avec l'agent. Avant qu'il se mette au travail, il va te dire, voilà tout ce que j'ai compris, voilà ce que tu as oublié, est-ce que c'est bon? Et là, en fait, ça devient presque un dialogue. Donc ouais, je suis un peu entre les deux. Mais moi, je suis un peu un feignant de l'écriture, pour le coup. Donc j'aime beaucoup parler, écouter, tu vois, genre les podcasts. J'écoute beaucoup et je lis pas assez, par contre. Ouais. Et tu sais, sur les podcasts, parce que là, on a un partenaire chez Silicon Carnet qui est Eleven Labs, et on a fait un truc incroyable avec Eleven Labs. J'ai créé mon double numérique. Bon, ok, super, c'est génial. Il parle comme moi, il a ma voix, soit. Mais en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque émission, je lui donne le transcript et les notes de l'émission. Et donc, les gens peuvent aller faire cet exercice-là. C'est elevenlabs. .ai, je sais pas où. Carlos. Oui. Et non, / Carlos Diaz. Je mettrai le lien dans la description. Et en fait, tu peux dialoguer avec ce podcast. C'est-à-dire que, bon, ok, tu l'as écouté, mais tu avais des questions. Peut-être que tu voulais intervenir dans le podcast. Je peux pas inviter tout le monde dans le podcast. Mais là, tout d'un coup, tu peux poser tes questions. Tu peux me poser, et c'est moi qui te réponds avec ma voix sur l'émission. Et donc, comme dans l'émission, et vous avez les notes, vous savez on parle pas dans l'émission de tout ce qu'il y a dans les notes, tu vas découvrir de nouveaux trucs, en fait. Et donc, en fait, les podcasts, il y a un mec qui me disait l'autre jour, mais en fait, moi, je veux plus écrire de bouquins, ça sert plus à rien d'écrire des bouquins. En fait, je crée des agents. Mon livre, c'est un agent. C'est un bot, quoi. En gros, il va te parler, il va t'expliquer mon bouquin, ça va être un audiobook, mais à n'importe quel moment, tu peux l'interrompre. Et tu peux poser des questions, lui demander d'aller à un autre chapitre, revenir, avoir une lecture complètement différente. Enfin, c'est assez taré, quoi. Je sais pas si... Et moi, qui suis je lis énormément, j'ai une pratique aussi assez nouvelle, justement avec ChatGPT, je me mets en mode vocal pendant la lecture. C'est-à-dire que je laisse mon agent en mode vocal ouvert, et pendant que je lis mon bouquin physique, je parle à mon agent. Et je lui dis, ah tiens, page machin, je sais pas quoi, il a dit machin, ça me fait penser à tel truc, nanana, enregistre ça. Et tout le long de la lecture, et à la fin, je lui dis, fais-moi la note de lecture. Et il me fait une note de malade sur le bouquin que je viens de lire en physique. Et ça, je trouve ça assez passionnant, quoi, en fait. Dernier cas d'usage, Carlos, sur ce sujet, je pense qui est hyper cool sur justement la lecture. En fait, moi, mon point, c'est quand même de dire que la technologie, après, t'en fais un peu ce que tu veux. Et il y a plein de façons de manier la technologie. Est-ce qu'on veut parler avec un livre? Est-ce qu'on veut faire des quiz à partir d'un livre? Un use case que j'aime bien, que j'ai décortiqué dans un épisode de The Room avec un ami qui est Venture Capital. Je lui ai montré comment j'avais créé un agent à partir d'un livre que j'ai lu, qui est un livre de négociation. Et donc, j'ai donné ce livre de négociation à un agent. Et je lui ai demandé à chaque fois que j'ai des négos, tu vois, je lui pose des questions. Je lui dis, est-ce que tu peux me ressortir le bon passage du livre pour m'aider à faire cette négociation, etc. Et en fait, encore une fois, tu vois, ce use case, le but, c'est pas de pas lire le livre. C'est une fois que tu l'as lu, comment est-ce que tu peux encore aller tirer du contenu et t'en servir. Donc, je trouvais que c'était un use case sympa. Ouais, j'ai un autre exemple aussi qui est
c'est un pote à moi qui est chez Google, plutôt haut placé chez Google. Et il m'a raconté un truc que Google est en train de faire en ce moment, qui est juste malade. C'est que tous les managers assez haut niveau ont un double numérique. Et quand tu veux présenter un truc au manager, tu n'as pas le droit de lui parler directement avant de faire une réunion avec lui. Toutes tes idées, tu dois les donner à ce double numérique, à cette représentation numérique de l'agent. Et il me dit, moi, je ne donnerai pas son nom, il se reconnaîtra en écoutant cette émission. Il me dit, mon manager, mon supérieur, c'est un gros connard. Et c'est un mec qui est ultra exigeant, il me fait une vie incroyable, c'est hyper dur, je flippe à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec lui, etc. Et il me dit, maintenant, j'ai son agent, et donc je me prends des scuds par l'agent avant de le voir. Et il me dit, c'est génial, parce qu'en fait, maintenant, je suis vachement plus détendu quand je vais le voir, parce qu'en fait, je me suis déjà fait ratatiner la gueule par l'agent numérique, et je sais qu'il n'a pas le temps d'aller regarder tous les usages que les gens ont fait de son agent numérique. Et donc, du coup, ça se passe vachement mieux avec lui, depuis qu'en fait. Et donc, ils ont cette pratique en ce moment chez Google. Truc hallucinant, quand même. Je voulais revenir sur quelques mythes avec vous, parce que là, les gens qui nous écoutent, ils se disent, putain, c'est waouh, incroyable, tout ce qu'on peut faire, tout ça. Je vous donne quelques mythes très rapides, et vous les prenez au rebond, et vous me dites ce que vous en pensez. L'IA va remplacer tous les développeurs. Ouais, moi je pense que c'est le cas. Enfin, en fait, je pense que développeur, c'était un métier temporaire, éphémère. En fait, c'est fabriquer du code. Ça n'aurait pas dû être si on avait eu l'IA tout de suite, mais ça a permis d'avoir l'IA, d'avoir tant de développeurs. Mais je pense, ouais. C'est le moine copiste du 21e siècle. Ouais, c'est un peu ça. On a inventé l'imprimante, la machine à imprimer, quoi. Et en fait, il y a rien de plus rapide qu'un ordinateur pour écrire du code d'ordinateur. En fait, si tu passes par l'humain, tu crées une boucle inutile. Surtout le code en lui-même. Après, réfléchir, la créa, l'infra, etc. et faire des choses nouvelles, ça, c'est le rôle de l'humain. Mais pondre du code, d'ailleurs, avant, tu vois, un développeur qui faisait 500 lignes par semaine, c'était bout du monde. Aujourd'hui, un non-développeur, il va faire 50 000 lignes. Alors, je dis pas qu'elles sont toujours bonnes, mais en fait, la quantité, pour le coup, en code, fait la profondeur du produit, fait le footprint, fait l'innovation et la rapidité. Donc, non, moi, je pense que c'est un job qui a eu ses beaux jours et voilà. Au revoir. Chloé? T'es d'accord? Moi, j'aime bien voir ça comme, en fait, la valeur, elle se déplace. Aujourd'hui, les développeurs, pour moi, leur valeur, c'est dans l'architecture. Donc, pour moi, il faut pas être développeur, il faut être architecte. Donc, architecte d'une architecture de code. Effectivement, mettre les briques, c'est beaucoup plus facile qu'avant. J'aime bien le voir comme ça. Mais par contre, bien penser l'architecture, la façon dont ça doit être sécurisé, la façon dont ça doit être pensé, c'est effectivement pour moi là qu'on trouve la valeur. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que ce ne sont plus les développeurs et les ingénieurs de formation qui font ça le mieux. C'est souvent des profils un peu hybrides, comme Angie, comme moi, qui comprenons les enjeux business et qui on est aussi curieux de comment utiliser ces technologies. Et donc pour moi, la valeur et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce profil de FDE. Où en fait pendant des années on a eu d'un côté les gens qui comprenaient le business et de l'autre les gens qui comprenaient la tech. Et en fait aujourd'hui on est dans le monde où il faut réunir ces deux écosystèmes et que les gens se comprennent pour la première fois. Et donc les vrais profils qui ressortiront et qui prennent de la valeur à l'ère de l'IA, c'est pour moi cet entre-deux, soit de gens business qui s'intéressent à la tech, soit de gens tech qui commencent à apprendre à bien parler avec le business. Je reste avec toi, Chloé. L'IA n'est qu'un outil de plus. Alors, pour moi, non, pas du tout. C'est pas la façon de voir les choses, au sens où c'est pas un outil qu'on va rajouter. C'est l'erreur d'ailleurs de beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est d'essayer de rajouter une surcouche d'IA par-dessus leur process existant. Et pour moi, c'est là où en fait on perd beaucoup de valeur. Je te donne un exemple. On a des clients très souvent qui nous disent, nous, on veut faire de l'IA parce qu'on veut communiquer dessus. Nos clients attendent à ce qu'on fasse de l'IA. Pour moi, si ta fin en soi, c'est de communiquer sur le fait que tu veux faire de l'IA, enfin que tu fais de l'IA, pardon, tu passes complètement à côté de sa valeur.
l'IA, c'est vraiment une opportunité, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est une bulle, etc. C'est complètement faux. Pour moi, c'est une opportunité de vraiment repenser son organisation et de vraiment comprendre, encore une fois, cette histoire de « je suis un business, maintenant que je peux automatiser 80% des tâches, où est-ce que ma valeur se déplace ?» Et donc, du coup, c'est pas un outil qu'on rajoute, mais c'est vraiment une opportunité de repenser son organisation et son business avec... honnêtement, c'est quand même assez génial parce que globalement, ce qu'on observe, c'est que c'est quand même des tâches super rébarbatives on s'accroche à des trucs qui sont pourris, quoi, en fait, quoi, qui nous font chier, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Moi, Donc, j'aime bien l'analogie de l'électricité. C'est pendant des décennies, tu as des usines qui ont simplement remplacé les moteurs à vapeur qu'elles utilisaient par des moteurs électriques, mais qui ont pas changé leur organisation. Et du coup, elles avaient aucun gain de productivité. Et c'est seulement quand elles ont redesigné complètement l'usine autour, justement, des propriétés que proposait l'électricité, que leur productivité a explosé. Donc, il faut voir ça, pas simplement comme un gain de productivité, mais aussi comme une possibilité de réorganisation totale de sa ligne de production. Angie, t'es d'accord avec ça ? Ouais, je pense qu'il faut repenser les boîtes, en fait. Je comparerais, tu vois, l'IA, si tu le fais, enfin, si la boîte le fait juste pour dire j'ai de l'IA, c'est un peu comme faire de la diversité ou de l'écologie pour dire je fais de la diversité, je fais de l'écologie, tu vois, ça marche pas, c'est contre-productif, etc. L'IA, c'est pour ça que ça s'appelle intelligence dedans. C'est pas software, c'est vraiment, ça change la façon dont tu travailles. Et donc, voilà, c'est d'accord avec ce que vous avez dit. Alors, je reste avec toi, Angie. Dernier mythe, ces outils sont matures et fiables. Non, là, le point, il est assez clair. C'est un monde qui est en plein développement. Tout le monde est en train de contribuer à ça, donc ça bouge énormément. Anthropic a eu pas mal de bugs. Alors, après, il y a des bugs, parfois il y a des attaques aussi. Il y a en ce moment, on voit un truc qui est très dangereux qui s'appelle des supply chain attacks, c'est des virus, enfin, je sais pas comment dire, des attaquants qui sont embarqués dans des packages. Donc, en fait, quand tu fais du développement, souvent, tu vas installer des librairies parce que un morceau de code, il doit marcher avec un autre morceau de code. Donc, ça fait un peu un système de poupée russe. Et les attaquants, donc les gens qui cherchent à faire des spams, tout un tas de trucs, des attaques, ils vont pourrir une des poupées russes. Tu vas pas l'avoir, tu vas la prendre et tu vas la déployer dans toute ta boîte. Et donc là, il y a eu même GitHub, qui est quand même le repo. Enfin, c'est là où on met tout le monde met les codebases. La semaine dernière, ils ont eu une attaque qui a touché plus de 4000 codebases. Donc, clairement, c'est pas fiable. C'est même risqué. Par exemple, les MCP, t'en as qui sont approuvés et t'en as où ChatGPT ou tu vas citer sur Claude, etc. Quand tu vas pour l'ouvrir, ils te disent attention, cette connexion engendre un risque majeur pour ta boîte, quoi. Donc, il faut faire super attention. On est encore au début, je pense, de ça, et donc c'est pour ça qu'il y a des boîtes comme Blackfig et d'autres qui qui accompagnent les entreprises pour le faire. Ouais. Bah ouais, très clairement, je suis hyper alignée avec Angie. On le voit d'ailleurs, il y a 80% aujourd'hui des projets IA qui échouent. Moi, je l'ai vraiment vu dans des grandes entreprises où tu vois, il y a eu un peu le boom au moment 2022 quand ChatGPT est sorti. Tous les grands groupes, donc je bossais dans une boîte de tech, tous les grands groupes ont commencé à nous demander des projets IA. Et en fait, tu te rends compte que il y a plusieurs raisons pour lesquelles effectivement ça marche pas. Souvent, c'est parce que le projet a été mal scopé, donc mal réfléchi. Donc ça, c'est plutôt tu vois, c'est un problème de cadrage en début de projet, de se poser la question finalement, qu'est-ce que l'IA est capable de faire ? Comment est-ce que vraiment on peut répondre à un problème business ? Et tu vois, ça recoupe un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que faire de l'IA pour faire de l'IA, en fait, tu tombes forcément à côté. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est effectivement, comme disait Angie, c'est que ces outils, ils sont pas encore assez matures, pas encore assez fiables. Et donc, on a besoin d'encadrement avec des entreprises comme la nôtre, mais aussi d'autres, pour pouvoir passer de une expérimentation à un projet en prod. Il y a un autre truc dont je voudrais parler avec vous, parce que je vous entends dans ce que vous dites, mais
il faut quand même faire une distinction, et ça c'est peut-être la première question à se poser quand on veut passer à ce nouveau modèle de ce que j'appelle les singularity companies. C'est de se poser la question de quel type de boîte est-ce qu'on est, nous. On t'entend parler, Chloé, tu montes ta boîte et t'es AI native from day one, mais la plupart des boîtes, elles sont au mieux AI forward, c'est-à-dire qu'en gros, elles vont implémenter sur des processus existants de l'intelligence artificielle et non pas repenser toute l'organisation. AI native, c'est quoi une structure AI native? Elle est construite par des agents. C'est assez dingue de penser ça, hein, mais c'est ce que dit aujourd'hui. Il y a ce workshop de YC qui explique aux boîtes de YC comment s'organiser. Et elles disent, bon, bah voilà, vous avez le purpose, vous savez pourquoi vous faites votre boîte, mais vous allez laisser des agents fabriquer tous les artefacts internes. Et ces trucs-là sont fabriqués par des agents, pour des agents. Ça, c'est vraiment AI native, avec cette couche de connaissances qui est partagée, etc., etc. C'est opéré par des agents. C'est ça qui est dingue. C'est la consommation de tokens, etc. Et c'est in fine piloté par des humains. Donc l'humain arrive un petit peu j'aime bien dire que l'AI est middle to middle, quoi. C'est-à-dire que tu as le purpose qui est humain au départ, et tu as la validation à la fin qui est humaine, mais entre les deux, le middle to middle, il a été complètement designé par des IA. Mais les entreprises traditionnelles, elles peuvent pas faire ça, quoi. En fait, il y a beaucoup de monde, quoi, au milieu, entre ce middle to middle. Donc, le AI forward et le AI native, c'est deux contraintes qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, on va reparler. J'ai une idée, moi, sur les AI forward. Je sais pas, je la lance, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je suis une boîte AI forward, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une boîte qui est traditionnelle, avec une organisation traditionnelle, romaine, comme on en a parlé avant, mais je veux passer à l'ère de l'IA. Moi, mon conseil, dites-moi peut-être que je me trompe, c'est essayez pas d'implémenter l'IA de façon comme ça. Alors, de façon générale, ça c'est catastrophe absolue, et y compris catastrophe sociale, certainement. Prenez une fonction de votre boîte, j'en sais rien, moi, la facturation. Laissez votre boîte fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui, mais créez une unité parallèle. Mettez-la dans un garage ou dans une pièce à côté et demandez-lui de repenser complètement la facturation avec, justement, par des agents, pour des agents, opéré par des agents, et faites fonctionner les deux en même temps. Et quand votre truc AI native facturation fonctionne, bah à ce moment-là, vous pourrez vous poser la question de remplacer votre facturation actuelle. J'ai bien conscience de ce que ça veut dire en termes d'impact social, parce que les gens qui sont dans le département facturation traditionnelle, là, se posent une question. Pour moi, c'est la seule façon. Non, je pense à ça parce que j'avais l'exemple de Nespresso. Nestlé, quand ils ont essayé de faire Nespresso, ils ont essayé de le faire en interne, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ils sont arrivés à faire Nespresso parce qu'ils ont dit, bon, bah attends, on va mettre une équipe à part qui n'a rien à voir avec la boîte et on va les laisser opérer de façon complètement indépendante. Et ils sont arrivés avec Nespresso. Et ensuite, ils ont remplacé tout leur business par ce truc-là. Est-ce que c'est un bon conseil, ça, ou Chloé, ou tu ferais autrement, toi? Ou ton nom, il faut faire des petites touches à droite à gauche, il faut laisser le temps à la transformation. Non, je pense que je pense qu'il n'y a pas une secret sauce commune à toutes les boîtes du monde. Je pense que et c'est d'ailleurs pour ça que nous on passe pas mal de temps, tu vois, chez Black Fig, à justement on arrive à productiser notre offre, c'est-à-dire à avoir une offre commune pour la plupart de nos clients, mais derrière on passe encore pas mal de temps sur le custom parce que c'est vraiment des sujets stratégiques qui demandent un peu plus d'analyse, je pense, et je pense qu'il n'y a pas une secret sauce commune. Mais c'est marrant que tu parles de ça. On a un de nos clients justement qui a une agence de com, et les agences, on le sait, elles sont vachement impactées par ce sujet, et il a commencé par faire exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'il a commencé par mettre une squad à côté, il a recruté des mecs hyper forts en IA, et il leur a dit ok, on va créer une agence dans l'agence AI native, mais tu vois un peu en parallèle, un peu de côté. Pour l'instant, il n'a pas encore intégré les deux
ensemble. Donc, je pense que c'est un peu le sujet. C'est après derrière, si tu crées un projet complètement séparé, tu t'éloignes quand même un peu de ton sujet de base, qui est la conduite du changement, qui est, enfin, tu vois, repenser ton entreprise avec tes collaborateurs. Sauver le soldat Ryan, là, c'est ça ce que tu es en train de me dire, hein, quoi, en fait. Hein. Un peu. Et je pense que c'est. Non, mais parce que moi j'ai plein de CEO qui m'appellent, des mecs dans mon portefeuille. Ouais, mais il y a des fondeurs qui m'appellent et qui me disent, écoute, j'ai fait exactement ça. J'ai créé un truc à la périphérie de mon équipe. Jean-Louis Keguiner de Gladia nous en avait parlé, NJ chez nous. Il me dit, mais je dois m'en rendre à l'évidence. Mon équipe, en fait, il faut que je la vire. C'est pas ce que disait Jean-Louis Keguiner de Gladia. Mais j'ai un... Je sais pas si je pourrais montrer. Ouais, je peux anonymiser le WhatsApp là, de conversation que j'ai avec ce fondeur. Mais il en arrive à cette conclusion-là. Il dit, mais comme tu dis, les mecs font 500 lignes de code par semaine. Et là, maintenant, le truc que j'ai créé à la périphérie est 10 fois plus machin. Qu'est-ce que je fais? Je vire tout le monde. De façon très concrète, dans quelques temps, il y aura peut-être plus de jobs pour des métiers, en tout cas dans la tech transversale, je veux dire, il y aura, si vous êtes boulanger, que vous êtes plombier, etc., tout va bien pour vous. Si vous êtes salarié d'une boîte et que vous utilisez pas du tout l'IA, ça va devenir un vrai problème. Donc, encore une fois, moi, j'aime prendre ça avec une mentalité très positive, c'est de le voir comme un jeu, comme en fait tout ce que vous avez pu imaginer est à portée de main. C'est-à-dire on a tous, enfin je vous le souhaite en tout cas, de rêver de créer des choses, c'est à portée de main. Donc commencez à utiliser l'IA dans votre quotidien, en vous amusant, en créant des choses qui vous font plaisir, et ensuite l'intégrer dans votre travail et repenser vraiment votre carrière en prenant en compte cette transformation qui est juste global. Donc voilà, c'est ça mon conseil pour ouais, pour et si c'est un jeu, comme tu dis, il peut y avoir un score qui est très intéressant, même s'il est on peut le gamer, mais c'est celui des tokens. C'est combien de tokens vous utilisez, quoi. Je sais que c'est la grande mode ici dans la Silicon Valley. Greg, il était là dans le dernier épisode, il était très fier de montrer, on a utilisé 14 milliards de tokens en une journée. Mais tu vois, le côté gaming, c'est un peu ça, quoi. C'est, si tu veux vraiment prouver que ça y est, t'es effectivement le doigt dans la prise et que tu l'utilises, c'est en fait, à la fin de la journée, tu dois te poser la question, j'ai consommé combien de tokens? Ces tokens, c'est cette unité de combien d'agents t'as fait tourner, combien d'informations est-ce qu'ils ont traité, etc., etc. Alors attention, ça commence à coûter cher. On en a parlé aussi dans le dernier épisode, NJ. Mais c'est un bon truc, ça. Je pense qu'on va l'avoir maintenant dans les revues trimestrielles et dans les revues annuelles. Il va y avoir ton nombre de tokens que tu as utilisé. Hein. C'est déjà le cas dans pas mal de boîtes où tu vas avoir des leaderboards de qui consomme le plus. Alors après, tu as des petits malins qui se mettent à calculer, par exemple, le nombre pi. Tu vois, genre, vu qu'il n'a pas de fin, bah, en fait, l'agent, il va dépenser énormément. Mais moi, je suis persuadé que le token, en fait, plus que le token, ça va être la performance de tes agents, va impacter ton salaire, va impacter tes bonus, va impacter ta carrière, en fait. Parce que tu deviens manager d'agents. Et donc, c'est ça le conseil pour les salariés. C'est qu'en gros, si vous avez jamais managé quelqu'un, mettez-vous à manager des agents. Ils n'ont pas de vacances, ils n'ont pas de week-end, ils n'ont pas de nuit, ils sont pas syndicalisés pour l'instant. Ils font pas la gueule. Il faut les, voilà, ils font pas la c'est gueule. ça. Ils ont pas, tu vois, une panne de voiture qui dit, ah ben, en fait, j'ai pas pu venir. Il y a pas de grève sur l'autoroute des agents non plus, enfin, sur la ligne de métro des agents. Donc, ils sont toujours là. Et en fait, c'est un entraînement, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde parce que on leur parle à l'écrit ou à l'oral, comme on disait tout à l'heure. Et donc, je pense que pour beaucoup qui vont prendre l'initiative, ça va transformer leur carrière, même des gens qui sont en milieu de carrière ou en fin de carrière. C'est une opportunité que peut-être ils n'ont jamais eu avant. Donc, il faut la prendre. Dernière question, c'est celle qu'on se pose tous quand on est parent. En fait, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Alors, je vais commencer par toi, Chloé, qui n'est pas encore parent, mais tu m'as dit que tu voulais des enfants et que tu en voulais pas mal, hein, d'ailleurs. Bon courage. Mais dans ce monde qui se dessine et que tu es en train de dessiner, ça va être quoi tes conseils et est-ce que déjà, si tu veux avoir des enfants, ça veut dire que tu as confiance finalement dans le monde qui arrive et que tu n'es pas inquiet pour tes enfants. Mais je sais que beaucoup de parents et beaucoup de jeunes qui arrivent dans le monde du travail sont super inquiets, justement. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Instinctivement, je pense que c'est important de rapidement, en tout cas, mettre ces technologies dans les mains des jeunes générations, parce qu'en fait, c'est d'autant plus ces générations qui vont vivre avec, de la même façon que
Bon, alors peut-être que c'est un peu trop poussé de dire comme ça, mais de la même façon qu'on a appris à calculer avec une calculette, il faut que, voilà, s'ils sont amenés à utiliser ces outils, il faut leur apprendre comment les utiliser. Et justement, ils vont avoir cette chance d'être éduqués. En tout cas, moi, c'est la façon, je pense, voilà, que la façon dont je ferai les choses, c'est expliquer cette histoire d'esprit critique qui est finalement hyper centrale. On a des outils qui sont à disposition. Comment est-ce qu'on réfléchit avec ces outils ? Comment est-ce que quand tu as une idée, tu testes des choses ? Donc, je pense que c'est hyper important de les faire grandir avec justement ces technologies, tout en de toute façon restant en contrôle et en expliquant évidemment comment s'en servir de façon intelligente. J'ai une copine qui a un ado à la maison qui joue à des jeux vidéo toute la journée. Et elle a fait un truc absolument incroyable. Elle leur a dit, c'est génial, tu joues aux jeux vidéo, super, etc. Mais je te mets au défi de faire ton propre jeu vidéo. Et le gamin, il a fait un jeu, quoi, en fait, avec tout son univers à lui, etc., etc. Un mois plus tard, il a été la voir et il lui a montré, quoi, en fait, qu'il était capable de faire un jeu vidéo lui-même, etc. Elle m'a dit, mission accomplished. Voilà, c'est bon. Tu peux reprendre, tu peux aller rejouer à Call of Duty, c'est bon. Mais tu vois, je trouvais ça pas mal comme challenge, quoi. NJ, toi, tes enfants, tu leur dis quoi ? Ils ont 4 et 9 ans. Ouais, j'essaie de façon très concrète, en fait, de les exposer à ça, parce que c'est vrai que des discussions, alors avec ma fille de 9 ans, c'est un peu plus simple. Je peux lui parler des évolutions, et puis elle me demande qu'est-ce que je fais comme travail, etc. Donc, on en parle de la technologie, mais j'essaie de leur donner des cas très concrets. Donc, par exemple, pour ma fille qui a beaucoup de devoirs à l'école, d'ailleurs, je passe un bonjour à Madame Pujol qui doit partir en retraite cette année et qui a donné beaucoup de travail à ma fille cette année. Voilà, je lui dis ça. Mais en gros, depuis 6-7 mois, je dis à ma fille d'utiliser ChatGPT et Gemini à fond pour ses devoirs. Ouais, elle prend des photos, elle prend des screenshots, ouais, full. Parce qu'en fait, moi, j'étais déjà très frustré à l'école de ça, tu vois, qu'on apprenait, on bachotait énormément de choses et je savais, enfin, je sais pas, de façon instinctive, tu sais que de toute façon, tu vas pas faire des équations à 4 inconnues dans 99% des jobs, que la calculatrice est déjà plus forte que toi, etc. Donc, tu le savais, tout ça. J'ai jamais aimé ce truc de bachoter. Donc, en fait, je lui explique comment utiliser l'IA pour ses devoirs. Elle gagne du temps. Elle a un peu moins de stress aussi. Et c'est amusant parce que tu as le mode devoir. Donc, l'agent, il dit, t'as fait une erreur, etc. Et en plus, elle se rend compte que les modèles sont assez mauvais à plein de choses, notamment la géométrie. Donc c'est pour ça que notre ami Yann Lequin fait un world model. Je pense qu'ils seront bien meilleurs aux exercices de géométrie de CE2. Donc ça, qu'elles comprennent que ça a des limites. Et le petit, c'est plus Grok dans la Tesla. Raconter des histoires, lui poser des questions, tu vois, faire des blagues, etc. Fais gaffe aux histoires de Grok. Ça ouais, alors il y a un mode kids. Tu peux mettre. Ah ouais, d'accord. Okay. Pour les enfants, faire des trucs très pratiques et les exposer à la technologie sans forcément en faire tout un exposé, tu vois, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est un token, ce que c'est un modèle, ce que c'est ChatGPT, etc. Mais ne pas être réfractaire de la technologie, parce que autant, tu vois, moi je suis pas très écran, tu vas leur dire tiens, prends une tablette et me fais pas chier, c'est pas trop mon style. Mais par contre là, je sais que c'est une technologie qui est interactive, qui en plus évolue avec toi. Donc plus tu la challenges, plus elle va te challenge. Et elle a le niveau d'un PhD, donc je sais que ma fille elle va pas être bloquée. Tu vois, dans les discussions, donc là, elle pose des questions sur la Rome antique, sur les Gaulois, sur les machins. C'est un puits de science. Donc, c'est comme nous, quand on avait le premier CD en Carta, tu vois. Moi, j'avais pas pu utiliser des CD-ROM pour copier en Carta, faire des exposés. J'aurais été dans la merde, quoi. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser à mort. Et la question de l'angoisse aussi, moi, j'ai une fille qui a 19 ans et qui a toujours été super angoissée par rapport aux examens et des trucs comme ça et qu'elle se sentait jamais préparée. Et depuis qu'elle est passée, en fait, à l'IA... En fait, moi, j'ai compris que la manière qu'on lui transmettait l'information en cours, c'était pas la bonne. Elle a une façon d'apprendre qui est différente. Et ça l'a vachement aidée parce que je pense qu'elle refait ses cours à la maison, peut-être avec... elle a inventé une nouvelle façon peut-être d'accéder en fait à ces connaissances-là. Et du coup, elle est super performante, elle y arrive beaucoup mieux et elle est beaucoup plus détendue, effectivement, vis-à-vis de ces trucs-là. Donc, effectivement, offrez un abonnement, ce que vous voulez, ChatGPT, Claude, Mistral ou peu importe, à vos gamins pour Noël, quoi, ou pour leur anniversaire, c'est effectivement le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Voilà, c'était cool. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces réflexions avec moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Chloé, tu reviens quand tu veux. Trop bien. J'ai gagné ma place ?
T'as gagné ta place, tu fais partie des besties de Silicon Carnet. Moi, je Allez, dirais on ça t'embrasse. dépend de la performance de l'épisode. Ah ben on va voir. Ah. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est un épisode long et compliqué, elle est pas sur un truc simple. Eh Donc ouais. Mais elle a une bonne audience déjà, donc elle a déjà une bonne ça va audience, ramener ouais, du- c'est vrai. Allez vous abonner justement Non, à c'était sa chaîne génial. YouTube The Room. C'est super bien. D'ailleurs, passez, moi c'est ce que j'ai fait. The Room, parce que nous on est des vieux cons, on explique ça, les jeunes ils nous regardent, ils disent ouais c'est encore un vieux con qui me parle, c'est des podcasts de grand-mère. mais Chloé, mes filles m'ont dit ah elle est géniale cette fille. Et donc passez The Room à vos gamins, s'ils rentrent dans la vie active, ils ont besoin d'écouter ce que raconte Chloé. Allez je vous embrasse, hasta luego amigos, bye bye.